Les socialistes et l'exercice du pouvoir, c'est un titre générique qu'on va prendre pour la période qui, en fait, part de la libération jusqu'à nos jours, enfin, à nos jours, pas exactement. Souvent, c'est une période longue, donc la séance de ce soir va être assez dense. Non pas qu'il y ait beaucoup de diapositives, mais chacune des diapositives est assez dense chacune. Pour resituer, pour les camarades qui n'auraient pas vu les précédentes séances, on avait fait une première partie sur les origines du socialisme français, on va dire depuis les précurseurs du XVIe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. On avait fait une deuxième partie sur la construction du socialisme démocratique du début de la Première Guerre mondiale jusqu'à 1945. Et ce soir, nous partons de la libération pour atteindre des périodes que beaucoup ici ont vécues et vivent encore. Introuvable troisième forme, les contradictions au lendemain de la libération. Donc j'avais expliqué au moment de la Conseil national de la résistance, les socialistes avaient été parmi les principaux inspirateurs du programme du Conseil national de la résistance, et ils vont être aussi parmi les principaux acteurs des gouvernements de la libération et des gouvernements provisoires, puisque même dans la foulée de la démission du général de Gaulle, Léon Blum sera même pendant quelques semaines président du gouvernement provisoire de la République française. Léon Blum d'ailleurs écrit un petit opuscule qui s'appelle Le socialisme maître de l'heure, puisque il estime que il y a une forme de situation révolutionnaire avec la libération, et qu'il est peut-être temps effectivement de mettre en œuvre des réformes beaucoup plus profondes dans le pays. Donc comme je vous le disais, De Gaulle part finalement assez rapidement parce qu'il ne veut pas rentrer dans le jeu des différents partis politiques qui se prenaient en place après la libération. La SFIO se retrouve avec une concurrence au centre avec le mouvement républicain populaire qui est en fait l'incarnation des démocrates chrétiens qui se sont engagés dans la résistance et qui viguent sur les terres du centre et du centre-gauche, et une concurrence à gauche, et une concurrence ô combien massive, puisque c'est celle du Parti communiste français, qui en 1946 atteint 28,5% des suffrages. Et le Parti communiste français va rester au-dessus de 20% jusqu'au début des années 1970. Daniel Mayer est le secrétaire général de la SFIO qui s'est reconstitué dans la clandestinité, c'est un très proche de Léon Blum. Daniel Mayer et par voie de conséquence Léon Blum vont être mis en minorité au congrès de 1946 de la SFIO. C'est l'une des rares fois où la majorité, enfin les dirigeants du parti sont mis en minorité à la SFIO. La fois précédente, je vous l'avais dit, c'était en 1918, quand Jean Longuet qui était un pacifiste, avait mis en minorité la direction qui avait porté l'Union sacrée, et d'une certaine manière, 1946, c'est la seconde mise en minorité de la SFIO. Ça arrivera ensuite, on en reparlera en 1971, mais ce sera, sauf erreur de ma part, la dernière fois. La SFIO, en fait, ce sont les cadres du parti qui mettent en minorité Daniel Mayer. C'est pas tant la ligne politique qui est contestée, en réalité, que la personne même de Daniel Mayer qui est mise en cause. Il semblerait que Daniel Mayer était très raide avec les responsables des fédérations départementales socialistes, qui ne l'ont pas apprécié et qui l'ont renvoyé à ses études en votant contre son rapport moral au Congrès, et ils choisissent un des leurs, Guy Mollet, député du Pas-de-Calais, comme secrétaire général. Guy Mollet ensuite va reconstituer
une signification politique à ce changement de direction, en disant qu'en fait il y a un affrontement avec une ligne marxiste qui serait censée représenter, et celle de Léon Blum qui désormais pencherait vers l'humanisme, puisque Léon Blum, en revenant de Dürrenwald, a écrit un remarquable essai qui s'appelle « À l'échelle humaine », où il parlait d'une nouvelle articulation entre socialisme et humanisme, mais en réalité, Léon Blum n'a pas rompu avec ce qui faisait l'identité du socialisme français précédemment. Donc tout ça est une reconstruction de Guy Mollet, d'autant qu'on verra que la ligne politique ensuite qui va être celle de Guy Mollet va pas être exactement du plus pur marxisme absolu. Sauf qu'il y a une chose particulièrement différente qui va ouvrir une période nouvelle pour la SFIO, c'est la suppression du droit de tendance. C'est quelque chose qu'on a beaucoup connu dans les organisations socialistes, notamment françaises. La SFIO était un parti de rassemblement. En 1905, quand la SFIO s'est créée, elle s'est créée avec des gens extrêmement... une réunification avec des gens extrêmement différents. Et le droit de tendance, la représentation proportionnelle, avait été la manière de faire cohabiter et vivre ensemble ces gens extrêmement différents. Et au congrès de Tours en 1920, Léon Blum et ceux qui voulaient la SFIO maintenue avaient effectivement gardé leur attachement à cette représentation proportionnelle qui les distinguait en termes de méthode et de démocratie du Parti communiste naissant et de son centralisme démocratique. Sauf que Daniel Mayer et Léon Blum ont très mal vécu les conflits internes de la SFIO entre 1920 et 1939, on en avait parlé la dernière fois, qui avait bloqué au moment des plus gros périls le fonctionnement de la SFIO, et donc Daniel Mayer avait proposé une modification statutaire à l'entrée du congrès de 1946, c'était la suppression du droit de tendance pour en finir avec ces minoritaires qui empêchaient la direction de fonctionner. C'est lui et ses amis qui vont en faire les frais, puisqu'ils sont mis en minorité, non pas sur la ligne politique, non pas sur la réforme statutaire, mais sur le rapport de morale. Et donc Guy Mollet va mettre en place une SFIO où il n'y a plus de droit de tendance et où Daniel Mayer et ses amis vont plus pouvoir s'organiser en tendance. Donc je disais tout à l'heure, malgré cette reconstitution après coup du débat politique interne de la SFIO sur Guy Mollet et ses amis seraient les tenants de la ligne marxiste contre un Léon Blum qui dénaturerait le socialisme dans l'humanisme. La direction de la SFIO avec Guy Mollet impose un vocabulaire marxiste, une ligne anticommuniste. À partir de 1946-1947, on entre dans la rupture des gouvernements de la libération qui associaient le MRP, la SFIO et le Parti communiste français, rupture qui est essentiellement demandée d'ailleurs par l'Union soviétique, qui veut que les pays européens refusent le plan Marshall. On est là dans une logique géopolitique entre les deux grandes puissances qui vont s'affronter pendant la guerre froide, et le Parti communiste français va suivre cette ligne-là, va rompre avec les politiques qu'il a contribué à mettre en place, notamment le fait de remettre la France au travail pour reconstruire, et va s'engager même parfois dans un certain nombre de soutiens à des grèves qu'on va considérer, qui ressemblent de près ou de loin, à des grèves insurrectionnelles, notamment dans un certain nombre de territoires ouvriers, tandis que la SFIO en face va se retrouver dans une situation où non seulement ils vont gouverner au centre, mener des politiques relativement conservatrices, mais en plus devoir assumer une forme de répression assez violente contre les grèves, qui n'étaient d'ailleurs pas toujours injustifiées. Je ne parle pas de leur caractère insurrectionnel, mais le fait que c'est bien la peine de se libérer du joug étranger si c'est pour avoir des conditions de travail absolument dégradées et inhumaines.
la répression contre les grèves va être extrêmement violente et Jules Mock, comme ministre de l'Intérieur, va porter longtemps l'opprobre d'une grande partie de la gauche sur ces répressions contre les ouvriers menées par la CGT et les communistes. Donc on entre évidemment dans la guerre froide, et la guerre froide a aussi une conséquence syndicale, c'est que on avait eu pendant le Front populaire et sous l'occupation une réunification de la CGT, où les communistes avaient pris de plus en plus de poids, et la CGT explose en réalité en 1946 avec la scission de Force ouvrière et la scission parallèle de ce qu'on appelle la Fédération de l'éducation nationale, c'est-à-dire le syndicat enseignant. Force ouvrière qui va très rapidement intégrer des éléments de droite dans le syndicat, mais aussi des éléments trotskistes qu'on retrouvera plus tard, les lambertistes, avec un tout petit peu de financement de la CIA pour couronner le tout. Mais il est clair que c'est à partir de ce moment-là qu'on a une Confédération Générale du Travail qui est totalement alignée sur le Parti communiste et qui va en être la courroie de transmission syndicale. Donc, en fait, petit à petit, la SFIO va se retrouver dans une situation assez impossible. C'est-à-dire que elle est en décalage complet entre son discours officiel en interne et les politiques qu'elle met en place. D'un côté, la 4e République, qu'elle gouverne d'une certaine manière et qu'elle a mis sur pied avec le MRP et une partie des radicaux, fait face au Rassemblement du peuple français qui a été créé par le général de Gaulle dès 1946 et qui met en cause le régime en lui-même, et de l'autre côté, le Parti communiste qui bien entendu a participé à la rédaction de la 2e constitution, celle qui a été finalement adoptée et qui crée la 4e République, mais qui finalement va rapidement mettre en cause également le régime lui-même. Je ne rentrerai pas dans les détails du fonctionnement de la 4e République, mais d'une certaine manière, tous les mauvais aspects de la fin de la 3e République, la médiocrité d'une partie du personnel politique aussi, et puis le morcellement des groupes parlementaires, des partis politiques, etc., fait qu'il y a une très forte instabilité ministérielle. Rapidement, le discours officiel de la SFIO, ultra-marxiste, etc., et les politiques de compromis qu'elle mène au pouvoir dans des gouvernements avec les radicaux, l'UDSR de François Mitterrand ou le mouvement républicain populaire, c'est-à-dire les démocrates chrétiens, fait qu'il y a un hiatus complet et on assiste rapidement à un déclin électoral et militant du Parti socialiste. C'est Pierre Mendès France qui, très rapidement, est la figure jeune, moderne de la gauche nouvelle, alors que pourtant il vient d'un parti on ne peut plus vieux et classique, et qui semblait totalement condamné, puisque c'était le parti de la 3e République, le parti radical. Pourtant c'est lui qui va mener à bien les indépendances en Indochine, en Maroc, en Tunisie, et sortir la France de la première phase catastrophique des guerres de décolonisation. Mais à peine a-t-on fini avec la guerre d'Indochine, on rentre dans la guerre d'Algérie, 1er novembre 1954, la crainte, pourtant la crainte de la dérive militaire, de la dérive à droite, va amener à la constitution d'un front républicain qui va rassembler la gauche non communiste, et une partie des gaullistes qui sont les moins anti-régime 4e République, derrière Guy Mollet,
qui joue des coudes avec Mendès France, mais très rapidement, en fait, Guy Mollet n'arrive pas à juguler lui-même ce qui s'est lancé en Algérie, et il fait un voyage pour aller voir ce qui se passe en Algérie. Il est accueilli par des jets de tomates à Alger et les Pieds Noirs. Il comprend que la situation est intenable. Je pense fondamentalement aussi que Guy Mollet ne comprenait pas l'aspiration à l'indépendance des Algériens, parce que pour lui, les Algériens, soit citadins, soit ruraux qui travaillaient, étaient en fait des travailleurs, et qu'ils soient travailleurs dans un pays colonisé ou travailleurs en France, ils ne voyaient pas la différence, et la question de l'indépendance nationale de l'Algérie lui parlait pas beaucoup, on va dire. Et donc il va lui-même lancer le Front républicain dans une stratégie de cautionnement du pouvoir militaire en Algérie, couvrir la pratique de la torture, etc. Je rappelle que les pouvoirs exceptionnels donnés aux militaires en Algérie au regard de la dégradation de la situation militaire en Algérie a été voté à la quasi-unanimité, et y compris par le Parti communiste. Ce qui fait encore débat aujourd'hui au sein du Parti communiste sur comment on a pu faire une telle connerie à l'époque au regard de la ligne qu'on était pourtant censé défendre. Bon, il n'y a pas que du mauvais dans le gouvernement du Front républicain de Guy Mollet, qui sera un des plus longs de la 4e République avec le précédent Pierre Mendès France, puisqu'il va y avoir de nombreux progrès sociaux qui vont être votés par l'Assemblée nationale, dont la 3e semaine de congés payés. Mais la réalité, c'est que la guerre d'Algérie et le comportement de la SFIO dans la guerre d'Algérie amène ce parti à une faillite morale totale, en réalité, et il perd de nombreux cadres, et la jeunesse s'en détourne. On connaît tout ce qui s'est passé. De Gaulle a instrumentalisé la dégradation de la situation et de la guerre coloniale, la guerre d'indépendance en Algérie, et c'est ni plus ni moins qu'un coup d'État qui s'est passé le 13 mai 58. On sait aujourd'hui que De Gaulle et ses proches étaient en lien avec les généraux à Alger, et que, sans leur dire de faire un putsch à Alger, ils ont quand même joué habilement pour que la peur amène les députés à se jeter dans ses bras, à lui demander non seulement de prendre le pouvoir, mais de présider à la rédaction d'une nouvelle constitution. Voilà, donc il faut être très clair quand même là-dessus. Le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui est issu d'un coup d'État. Je ne vois pas trop comment on peut le dire autrement. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cette constitution de la 5e République a été co-rédigée par la SFIO de Guy Mollet. Il y a un gouvernement national, gaulliste, centriste, MRP, radicaux, en tout cas une partie des radicaux, et socialistes. Guy Mollet est ministre d'État. Guy Mollet figure parmi les signataires avec Michel Debré, René Coty, le général de Gaulle, et Félix Houphouët-Boigny, qui était ministre de la République à l'époque, avant de devenir 2 ans plus tard président de la République de Côte d'Ivoire, fait partie des signataires de la nouvelle constitution, et il a fait un peu plus que la signer. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat, Michel Debré, Guy Mollet, pour cette rédaction de la constitution de la 5e. La guerre d'Algérie et la rupture que représente la création d'un nouveau régime, d'une nouvelle constitution, amène à la scission du Parti socialiste autonome en 1958, à l'automne 58. Daniel Mayer, Robert Verdier, Gilles Martinet, Alain Savary, qu'on retrouvera plus tard, fondent donc le PSA,
qui va fusionner 2 ans plus tard avec l'Union de la gauche socialiste pour former le Parti socialiste unifié, le fameux PSU. Voilà. Alors, ça va être l'histoire de la gauche pendant des années. Il va y avoir des scissions ensuite au PSU, et des entrismes au PSU. Mais en tout cas, les principales scissions en 66 et en 67, l'union je crois que c'est l'union des clubs pour le rassemblement de la gauche et l'union de la gauche citoyenne et socialiste, d'un côté Savary, de l'autre Popren. Popren qui vient du Parti communiste, qui est un dissident du Parti communiste, qui avait quitté le Parti communiste avec le journal qu'il avait créé, qui s'appelait Tribune du communisme, et qui s'était rapproché du PSU, et qui le quitte donc en 1967. La dynamique à gauche, elle est portée par les clubs, qui se forment à côté, puisque, à part le Parti communiste, qui est extrêmement puissant, l'état partisan de la gauche est assez catastrophique en réalité, et par l'UNEF, qui passe à gauche dans les années 60, qui passe à gauche dans les années 60 sur la dynamique de la guerre d'Algérie, et qui passe à gauche dans les années 60 parce que elle passe à gauche à travers le groupe qui est formé en son sein par les militants des jeunesses étudiantes chrétiennes. Voilà, la GEC, mais à l'époque, tous les mouvements de jeunesse catholique, que ce soit la JAC, la GEC, la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, sont plutôt des ferments de gauche et vont participer plus tard, vont se répandre un peu plus tard pour apporter leur pierre à la reconstruction de la gauche et son réarmement politique et idéologique. Dans la même période, vous avez on est toujours dans le champ, on va dire, chrétien de gauche ou catho de gauche. Vous avez la déconfessionnalisation de la CFTC, qui en fait commence dès la libération, mais aboutit dans les années 60. Et la majorité de la CFTC décide définitivement d'abandonner la référence chrétienne pour devenir la CFDT, la Confédération française et démocratique du travail. Et ce qu'on connaît aujourd'hui comme la CFTC, le syndicat chrétien, n'est que l'héritier de cette minorité qui est restée CFTC maintenant. Donc, la gauche a un problème. Mitterrand est très content d'avoir rédigé son bouquin, Le coup d'État permanent. J'ai cru comprendre qu'il avait dit que c'était sûrement le meilleur bouquin qu'il avait écrit. Mais tous, ils sont obligés de se dire, bon, maintenant, on a un vrai problème. Il y a l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, il y a le président de la République, qui est au cœur du dispositif de la Ve République. Et depuis 1962, il y a l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Ce passage à l'élection au suffrage universel direct est d'ailleurs la cause de la rupture du gouvernement d'union nationale qui existait entre gaullistes et SFIO. La SFIO de Guy Mollet ne quitte le gouvernement qu'en 1962 sur la question du référendum pour décider qu'on élise le président de la République au suffrage universel. Au passage, on le verra dans une autre formation sur les régimes politiques en France, ils ont pensé que cette décision de modifier la Constitution et de faire passer par référendum l'élection au suffrage universel du président de la République était en réalité pas constitutionnelle et que le Conseil constitutionnel a facilité la tâche au général de Gaulle en lui disant « Hop, on n'est pas compétent, donc allez-y, faites un référendum ». Alors que oui, évidemment, il était compétent, ils n'auraient pas dû laisser faire de Gaulle. Donc, on est aujourd'hui dans une constitution fondée sur des fondements qui n'étaient pas constitutionnels, mais bon, on ne va pas revenir en arrière 60 ans plus tard. Hein, voilà, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc, comment s'adapter aux nouvelles institutions? Il y a la création d'une fédération, la fédération de la gauche démocratique et socialiste, qui réunit la SFIO,
les radicaux, la Convention des institutions républicaines, qui est le nouveau petit parti de Mitterrand, qui a quitté l'UDSR à la fin des années 50. Cette FGDS décide en 1965 de présenter la candidature de François Mitterrand à l'élection présidentielle contre le général de Gaulle. Et le Parti communiste va décider de soutenir François Mitterrand, qui va être donc le candidat unique de la gauche. Petite parenthèse, pourquoi le Parti communiste a soutenu François Mitterrand, qui était quand même, pour l'époque, je vais être vulgaire, un vieux connard de la 4e, même si un président jeune pour une France moderne, voilà, un vieux connard de la 4e, parce que je pense qu'il considérait qu'il n'avait aucune chance, et que le régime de la Ve République était pourri, qu'il ne fallait pas se lancer dans l'élection présidentielle et consolider le système, donc il valait mieux soutenir un autre candidat. Manque de peau, alors que tout le monde pensait que Charles allait passer dès le premier tour, François met Charles en ballottage en 1965. Je pense que Charles était très surpris, François peut-être moins, mais je ne fais pas parler les morts. Reconstruire le Parti socialiste. Alors, en 1965, on met De Gaulle en ballottage. En 1967, la gauche, qui n'est pas encore totalement unie, mais où on essaie de moins en moins de se tirer dans les pattes, y compris entre communistes et non-communistes, puisqu'il y a des tentatives de rapprochement, de dialogue, l'appel de Champigny, etc. etc. En 1967, la gauche loupe de pas grand-chose la majorité à l'Assemblée nationale. En 1968, le 22 mars, Le Monde titre après l'invasion par les garçons des dortoirs des filles à la résidence universitaire de Nanterre, que vraiment, si on en est là, c'est que la France s'ennuie. Bon, raté, le mec qui a écrit l'édito, il n'avait pas compris ce qui était en train de se passer. Effectivement, le 22 mars à Nanterre, vous avez quelque chose de sociologique qui apparaît, hein, c'est toute cette nouvelle jeunesse étudiante qui n'est pas forcément non plus au cœur de l'université française, puisque c'est la fac de Nanterre qui vient d'être créée loin là-bas en banlieue chez les pauvres, au bord pas loin d'un bidonville d'ailleurs, et qui, c'est la jeunesse des années 60 hein, qui prend conscience d'elle-même, qui en a marre de la société coincée, conservatrice qu'on lui fait subir. Donc c'est tout, c'est la remise en cause de l'autorité, c'est la remise en cause aussi du capitalisme, et c'est aussi la remise en cause des pudibonderies sexuelles et du patriarcat, si on veut, en tout cas du fait que on leur apprend à vivre comme à une époque qui n'est pas la leur. Néanmoins, le PCF et la gauche sont passés totalement à côté de mai 68. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé en fait. L'UNEF et le PSU peut-être un peu plus, même s'ils ont, en réalité personne n'a contrôlé le mouvement de mai 68. La CFDT a sans doute compris plus ce qui se passait à l'époque, parce qu'ils étaient en phase sans doute avec ce qui était aussi, pas simplement des revendications salariales, mais aussi des revendications sur les conditions de travail, sur le rapport du travailleur à son travail et à son collectif de travail. Mais le PC avec la CGT ont quand même essayé très rapidement d'essayer de contraindre le truc. Hein. Putain, ça nous échappe. Ça leur a échappé. Et puis, Charletti, les gens qui comprennent pas ce qui se passe mais qui vont au meeting et qui sont complètement à côté de la plaque alors que le truc est déjà fini et qu'il est évidemment pas question d'arriver à avoir un pouvoir insurrectionnel où Mendès et Mitterrand vont remplacer De Gaulle parce que les étudiants sont en train de faire des barricades dans le quartier latin. Bon, bref. Néanmoins,
Après la déculottée des élections législatives de 68, tous ils se posent la question comment on fait pour passer, on était à 2 doigts de la majorité parlementaire en 67, il y a eu un mouvement social absolument magistral, délirant, imprévu, incompréhensible. On se retrouve plus bactère en 68. Les élections de 69, les élections présidentielles sont une catastrophe pour la gauche, en tout cas pour la gauche non communiste, puisque Jacques Duclos fait 20% quand même, mais il n'arrive pas au second tour, et à la fin, il faut dire bonnet blanc et blanc bonnet, entre Pompidou et Poher, 5% pour le tandem Defferre-Mendès-France, Mendès-France qui entre-temps avait rejoint le PSU et puis qui en est reparti, 3% pour Michel Rocard, un peu plus de 3% pour Michel Rocard aux élections présidentielles pour le PSU, 1% pour Alain Krivine. C'est pas glorieux quand même. Donc bon, il faut faire quelque chose. Donc maintenant, Guy Mollet se dit bon, il faut faire l'unité des socialistes, quitte à ce que je fasse le sacrifice de ma personne, et tenter un premier congrès de réunification des socialistes en 1969. Alors, en fait, il y aura 2 congrès en 1969, où il y a une fusion de la SFIO avec l'UCRG, l'UCGS et une partie de la Convention des institutions républicaines de Mitterrand, mais Mitterrand empêche son petit parti de rejoindre à ce moment-là. Et c'est Alain Savary qui est élu premier secrétaire du nouveau Parti socialiste, avec le soutien de Guy Mollet, avec une double ligne. Il faut engager un travail de débat avec le Parti communiste pour réduire les écarts idéologiques avec le Parti communiste, et il faut imposer une stratégie de désistement à gauche aux élus. J'ai connu, quand j'étais jeune militant, le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste dans le Val d'Oise, qui lui venait de la CIR. Et en 69, il a fait le choix, venant de la CIR, de rejoindre le nouveau Parti socialiste, contrairement à Mitterrand et à ses proches. Il m'a dit, tu peux pas savoir, j'ai passé 1 an à exclure des maires socialistes. Le maire d'Arnouville, le maire de Pontoise, ils avaient tous été élus dans des coalitions avec, avant le MRP, qui est devenu le CDS, donc avec les démocrates chrétiens, et là on leur disait, non, maintenant les gars, non seulement quand les communistes arrivent devant, vous appelez à voter pour eux au second tour, et puis en plus maintenant vous allez faire alliance avec les communistes au municipal. Les mecs ils se sont barrés. Bon, Arnouville n'est jamais repassé à gauche, et Pontoise, ça a repassé une fois, mais ça n'a pas été glorieux, c'était en 84. Bon, autant vous dire que le travail de réduction des écarts idéologiques avec le PCF, ça avance lentement. En 71, nouveau congrès d'Épinay, la Convention des institutions républicaines rejoint le PS, le nouveau PS, et Mitterrand, qui n'avait pas sa carte au PS en entrant dans le congrès, se retrouve à la fin du congrès premier secrétaire du Parti socialiste. Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Il y aurait beaucoup pour en dire, et il est désigné grâce à une alliance des contraires, Pierre Mauroy et Gaston Defferre d'un côté, qui représentent la droite du socialisme, surtout Defferre. On va dire que Pierre Mauroy, c'est plutôt les élus, et les élus qui avaient aussi un lien avec la tradition syndicale. Il y aurait beaucoup à dire sur Defferre et ce que Marc Salépé encore de la période Defferre.
Voilà. Et de l'autre côté, l'aile gauche, et l'aile très à gauche du Parti socialiste à l'époque, Chevènement et ses amis du CRS, Max Gallo, Didier Motchan et bien d'autres, qui avaient décidé de rejoindre eux la SFIO dès le milieu des années 60. Et cet attelage baroque, aile gauche et aile droite alliées, mettent en minorité au congrès d'Épinay la direction Savary et Mollet. Au passage, est adopté lors de ce congrès un nouvel amendement statutaire qui va à nouveau tout changer et qui a été, de ce que j'ai compris, âprement discuté. C'est la restauration de la représentation proportionnelle et donc du droit de tendance à l'intérieur du parti. Ce n'était pas le cas de 69 à 71. Donc, la ligne Mitterrand, Deferre, Mauroy, Chevènement, c'est une stratégie d'union de la gauche, à tout prix, une priorité à la construction, à l'élaboration d'un programme socialiste et d'un programme commun avec les radicaux et le Parti communiste français. On abandonne le débat idéologique avec le Parti communiste. Discuter sur le sexe des anges avec le PC, ça ne sert à rien, ça ne fait pas gagner des voix, et ça ne fait surtout pas gagner des élections. Donc, pour gagner des élections, il faut rassembler la gauche sur un programme, et aller ensemble au combat. Si on n'est pas d'accord sur ce qui s'est passé en 1920, c'est pas grave. Voilà. Il faut rappeler quelques priorités. Donc l'union de la gauche est un combat interne, parce que ça va continuer à discuter. Donc ce programme commun, il est quand même signé très rapidement, en 1972, entre le Parti socialiste, le Parti communiste français, et une scission du Parti radical, puisque rapidement, les radicaux qui sont à l'époque dirigés par Jean-Jacques Cherdon-Schreiber, faire l'union avec les communistes, Gloops quand même. Et donc, le mouvement des radicaux de gauche va être créé par la minorité de gauche du Parti radical, dirigée par Robert Fabre. Et c'est donc les trois zigotos que vous voyez sur l'image, Robert Fabre, François Mitterrand, Georges Marchais, qui portent sur les fonds baptismaux le programme commun, qui reprend beaucoup des éléments du programme socialiste, qui a été rédigé en un an et dont François Mitterrand avait confié la rédaction à l'époque à Jean-Pierre Chevènement. On poursuit le rassemblement des socialistes. En 1974, on fait les assises du socialisme et on espère que Michel Rocard, qui était le secrétaire général du PSU depuis 1967, va arriver avec le PSU. Bon, le problème c'est que Michel Rocard a été mis en minorité juste avant les assises du socialisme au sein du PSU, dans le congrès du PSU, où plein de trotskistes, de maoïstes, de gauchistes divers et variés sont entrés depuis 68. Et Rocard n'arrive qu'avec un tiers du PSU au PS. Je pense que c'est l'un des premiers reproches que lui fera Mitterrand, et les reproches vont s'additionner plus tard. En tout cas, c'est aussi la période d'arrivée de ce qu'on va appeler les chrétiens dans le Parti socialiste, et des sédétistes. Donc les sédétistes, ce sont des militants syndicaux de la CFDT. En 1974, dans la foulée, François Mitterrand est le candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle, et il va louper peu l'élection, puisqu'il fait 49,2% au second tour. Il y a, à ce moment-là, entre 74 et 75, plutôt un axe Mitterrand-Rocard qui est créé au moment du rassemblement des socialistes, et qui va, on va dire, temporiser un peu sur... bon, l'union de la gauche c'est bien, mais on ne va pas non plus s'aligner sur les communistes. À quel point on s'aligne ou pas sur les communistes, je laisse ça aux gens qui ont vécu ces débats à l'époque. Je ne reconnais pas réellement la portée, je ne sais pas si et à quel point c'était instrumentalisé, exagéré par les tenants des uns et des autres. Toujours est-il que Chevènement à l'époque considère que
on est en train d'abandonner la ligne de rapprochement avec le Parti communiste et il sort de la majorité mitterrandiste en 1975. Et jusqu'ici, tout va bien, entre guillemets. C'est-à-dire que l'union de la gauche fonctionne. Là où le PS est dynamique, le PS se construit et le PS commence à bouffer le Parti communiste. Là où le PS n'est pas dynamique et continue comme si c'était la SFIO de papa, ça marche pas bien. Je vous recommande la lecture d'un bouquin qui a été publié il y a quelques années, même plus que quelques années, aux presses universitaires de Rennes, qui s'appelle Le PS d'Épinay à l'Élysée, et qui fait une monographie de ce qu'était le Parti socialiste à l'époque, pendant 10 ans, de 71 à 81, et qui montre que dans des nouvelles fédérations départementales, par exemple la Seine-Maritime, où il y a plein de jeunes qui arrivent, qui ont envie de conquérir des territoires, etc., qui font du débat et du militantisme de terrain, ça fonctionne, et le PS passe progressivement devant le PC. Les Bouches-du-Rhône, la version de fer, c'est moi le patron, je tiens l'OPHLM, je tiens le journal, je tiens la mairie, j'ai un accord avec une partie des dockers et avec Force ouvrière, et je vous emmerde. Et dans les Bouches-du-Rhône, c'est le PC qui progresse au détriment du PS. Néanmoins, de manière générale, c'est quand même le PS qui progresse, et en 77, c'est le PS qui fait tapis aux élections municipales. Le PC se rend compte que ça commence à devenir craignos, ils auront donc l'union de la gauche, et donc aux élections législatives qui suivent, alors que tout le monde s'attendait à une cohabitation avec Giscard, on perd de peu les élections législatives, mais on les perd quand même, alors qu'il y a une majorité de suffrages dans le pays pour la gauche. Une élection législative et une élection présidentielle, c'est pas la même chose. Si vous totalisez les suffrages d'un camp à l'échelle du pays, ça ne veut pas dire que vous avez toutes les circonscriptions, parce que chaque situation dans chacune des circonscriptions est différente. Va donc arriver un conflit majeur, qui est que Rocard se dit, bon, Papy Mitterrand, il a fait son temps, le PC a rompu l'union de la gauche, est-ce que c'est vraiment la bonne solution de vouloir faire l'union avec quelqu'un qui veut plus de nous? Donc il challenge Mitterrand au congrès de Metz en 79, et il théorise les deux gauches. C'est là qu'on a dit la première gauche industrialiste, autoritaire, jacobine, la deuxième gauche plus société civile, décentralisatrice, fondée sur le contrat, etc. etc. Tout ça, on l'a vu par la suite, est éminemment intellectualisé et peu pratique en réalité. Toujours est-il que Mitterrand n'a pas la majorité tout seul au Congrès, il fait un peu plus de 40%, et que donc Chevènement, pour sauver le parti, revient dans la majorité avec ses, je ne sais plus combien il avait fait à l'époque, mais dans près de 14%, et donc il recrée un axe Mitterrand-Chevènement pour qu'il y ait une majorité, entre guillemets, claire pour l'union de la gauche et pour la stratégie précédente et le fait d'être unitaire pour deux. Le PC veut pas être unitaire, c'est pas grave. Nous, on est unitaire pour tout le monde. Voilà. Alors, peut-on se contenter d'occuper le pouvoir? L'état de grâce. Donc, 79 congrès de Metz, le projet socialiste est mis à jour. Le candidat, enfin Mitterrand est désigné candidat, même si Rocard a essayé d'être candidat aussi. Mitterrand, pour bien marquer que maintenant on y va et puis on brûle les vaisseaux, hein, c'est la mer des batailles, demande que Lionel Jospin soit désigné premier secrétaire du PS dès le début de la campagne présidentielle en janvier 81. Et je ne sais plus qui, à la tribune, a dit, je crois que c'était Mermaz, a dit à l'époque,
premier secrétaire provisoire, Lionel Jospin, et Mitterrand répond à la tribune en même temps ou au micro, non, c'est pas provisoire. Donc c'est vraiment, j'y vais, maintenant je gagne, sinon c'est terminé. Bon bah il gagne. Il gagne avec la preuve que le Parti communiste n'est plus capable de challenger à ce moment-là le Parti socialiste. Le gap entre Mitterrand et le PC est important. Enfin, Georges Marchais fait 16%, il y a un décrochage de 5 points quasiment par rapport à ce qu'il faisait habituellement. Voilà. À l'époque, ils sont à 16%, c'est la catastrophe. Et la gauche est divisée. Il y a énormément de candidats de gauche à l'élection présidentielle de 1981. Mais on gagne quand même, parce qu'il y a une dynamique. Parce que finalement, il y a tout ce qui s'est passé depuis 68, le travail, le côté conquérant, on a un programme, on y va, on veut changer la vie, on va changer la société. Donc Mitterrand gagne quand même. Et il gagne quand même si certains dirigeants du Parti communiste ont appelé dans quelques fédés pour ne pas voter Mitterrand. Mais bon, ça a été compensé parce que dans certains départements, Chirac a appelé quelques caciques à ne pas faire voter Giscard. Bon, je ne sais pas ce qui a compensé ou a fait dépasser l'un l'autre. Bon, il gagne. Le 10 mai 81, Mitterrand gagne. Et en juin 81, ce qui n'était pas attendu, c'est que le Parti socialiste a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc il n'a même pas besoin du Parti communiste pour gouverner. Mais on est unitaire pour deux. Donc on fait l'union de la gauche et il y aura 4 ministres du gouvernement qui seront communistes. Et c'est la première fois depuis 1944-1946 que des communistes rentrent au gouvernement. Il y a quand même un gros programme qui est mis en œuvre en peu de temps. Abolition de la peine de mort, des tribunaux d'exception, abrogation de la loi anti-casseurs, spéciale dédicace à tout ce qu'on fait depuis 20 ans en termes de loi sur la sécurité, hausse du SMIC, massive, retraite à 60 ans, nationalisation d'un certain nombre d'industries, de banques, etc., impôt sur les grandes fortunes, décentralisation, autorisation des radios libres. Je vous rappelle que Mitterrand avait été coursé sur les toits de Paris parce que il avait monté Radio Riposte, qu'il y avait une descente de la gendarmerie au 10 rue de Solferino pour aller saisir la radio qu'ils n'ont pas trouvée. Voilà, dépénalisation de l'homosexualité. On coche toutes les cases économiques, sociales et ce qu'on appellerait aujourd'hui sociétales. On fait tout. Enfin, c'est le boulot de la gauche, quoi. On transforme la société. Enfin, on essaie, du moins. Mais bon, il y a une crise qui est forte en réalité depuis... On a eu les 2 chocs pétroliers, 74-79, une montée du chômage qu'on n'arrive pas à empêcher, qu'on n'arrive pas à réduire. En réalité, tous les autres États européens mènent une politique diamétralement opposée à la nôtre. Pas que Thatcher, y compris nos amis sociodémocrates en Allemagne, et les autres, voilà, tous, ils sont tous en train de réduire les coûts, voilà, et nous, on dépense. C'est sûr que l'évasion financière se porte bien, les attaques monétaires contre le franc sont assez massives, on est obligé de l'évaluer plusieurs fois. On a une stratégie économique à contre-courant, et notre stratégie économique est vraiment à contre-courant. Je veux dire, depuis 1976, on est rentré en réalité dans ce qu'on a appelé la révolution libérale. Même là, je vais pas, enfin, ce serait un anachronisme de le faire, parce que la révolution conservatrice, c'est plutôt l'Allemagne des années 20 et des années 30, mais d'une certaine manière, une révolution conservatrice. Reagan, qui lance son combat depuis la Californie en 1976 jusqu'à arriver président des États-Unis début 81, est à la fois porté par une volonté ultra-libérale d'un point de vue économique, mais ultra-conservatrice avec des soutiens évangéliques aux États-Unis très marqués. Je vous renvoie, ça doit être encore en replay sur Arte, à l'excellent documentaire en 3 parties sur les évangéliques à la conquête du monde.
Tout ça est extrêmement bien expliqué. Donc, en 83, le gouvernement norrois opte pour la rigueur. Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti socialiste, parlera de parenthèse. Alors, peu de mal à refermer la parenthèse depuis. Parce qu'il ne faut pas décrocher du serpent monétaire européen. Donc Chevènement, lui, est dans l'autre camp. Celui qui était prêt, paraît-il à ce moment-là, Fabius aussi, à tenter une autre politique, quitte à nous faire décrocher du serpent monétaire européen. Peut-être qu'il avait raison, en tout cas, il n'arrive pas à formuler clairement quelle pourrait être une politique alternative et quelles seraient les conséquences de cette haute politique dans un environnement qui nous est ô combien défavorable. Donc les fondamentaux économiques, c'est quoi les fondamentaux économiques? C'est la dette, l'inflation, voilà, s'améliore, mais le chômage augmente. Et on a une catastrophe industrielle qui est la restructuration de la sidérurgie, qui s'effectue dans la violence et dans la douleur, et qui amène, en fait, dès 82-83, l'électorat ouvrier, qui avait très rarement voté massivement socialiste, mais qui avait voté socialiste à partir de 78 et 81, qui la décroche. Et d'une certaine manière, en réalité, on ne le récupérera jamais. En tout cas, jamais majoritairement. On est sanctionné, le PS et la gauche reculent aux élections municipales de 83, aux élections européennes de 1984, et le Parti communiste, logiquement, critique de plus en plus la politique auquel il participe au gouvernement. Standardisation du socialisme français. Regardez ce magnifique petit jeune, Laurent Fabius, plus jeune Premier ministre de la Ve République, 36 ans à l'époque. Laurent Fabius devient Premier ministre en juillet 84, après la catastrophe politique qu'a représenté l'abandon du projet Savary de grands services publics d'éducation nationale. Vous vous souvenez des manifestations avec 1 millier de personnes à Versailles. Mitterrand a lâché Savary. Je pense que Mitterrand n'a jamais cru au projet en réalité. Et Savary se fait lâcher et il sort brisé politiquement. Je pense que moralement, il ne s'en remettra jamais. De toute façon, il ne sera plus jamais ministre. Et Laurent Fabius devient Premier ministre d'un gouvernement où il n'y a plus le Parti communiste. Il fait mis la solidarité remplace-t-elle l'égalité et la justice sociale? J'ai plusieurs fois dit dans les sessions précédentes, on a toujours fait attention dans notre courant politique au vocabulaire qu'on utilise. À partir de ce moment-là, effectivement, politiquement, à gauche, on va de plus en plus parler de solidarité, de moins en moins de justice sociale et d'égalité. C'est à partir de ce moment-là que ça commence. En interne au Parti socialiste, les rocardiens progressent. Cette deuxième gauche paraît plus en phase avec le moment politique, hein, où la première a quand même été en partie désavouée par les faits, non pas en soi, mais parce que l'environnement international lui était très défavorable. Puis par ailleurs, on a sans doute fait des erreurs politiques. Alors attention, les erreurs politiques, c'est pas forcément les nationalisations industrielles. Si on n'avait pas fait les nationalisations des industries, vraisemblablement l'industrie française se serait effondrée dans la foulée. Pourquoi? Parce que les patrons français ont toujours, et de tout temps d'ailleurs, il y aurait un travail à faire là-dessus, il a sûrement été fait, préféré leurs intérêts particuliers, et quand je dis particulier, c'est leur portefeuille, à l'intérêt même de leur boîte, de leur entreprise. Ce que découvre la gauche en arrivant au pouvoir en 81, c'est un certain nombre de secteurs industriels qui sont en déshérence, qui sont vieillissants, qui vont se casser la gueule parce qu'il n'y a plus d'investissement dans l'appareil productif depuis des années, voire des décennies. Et les nationalisations industrielles auront au moins permis que l'État réinvestisse dans la modernisation de l'appareil productif. On a connu par la suite, parce qu'on a détruit petit à petit la politique industrielle, une désindustrialisation massive au point qu'aujourd'hui on soit à 11%, voire même moins, mais on y serait arrivé beaucoup plus vite sans les nationalisations. Donc on a une forme d'alignement
sur une social-démocratie européenne gestionnaire. Petit parenthèse là aussi, les termes ont leur signification et le contenu des termes ont leur signification aussi. On ne peut pas y avoir de social-démocratie en France. La social-démocratie, c'est pas une ligne politique, c'est pas une idéologie. La social-démocratie, c'est un modèle d'organisation qu'on trouve en Grande-Bretagne, qu'on trouve en Allemagne, qu'on trouve en Belgique, qu'on trouve dans les pays scandinaves, où mutuelles, associations, syndicats, partis, sociodémocrates sont liés ensemble et avancent ensemble et, d'une certaine manière, construisent et conduisent des politiques ensemble. En France, vous n'avez pas ça. Je vous ai raconté, il n'y a pas de mutuelle socialiste, malgré la MNEF. Il n'y a pas de grandes associations socialistes, malgré Lagrange. Il n'y a pas de syndicat socialiste. FO n'est pas un syndicat socialiste. La CFDT a failli être un syndicat socialiste, mais a rapidement décroché de cela. Donc il n'y a pas de social-démocratie en France. Quand vous avez des gens qui en France, dès cette période, disent vouloir s'aligner sur la social-démocratie, c'est-à-dire qu'ils veulent s'aligner sur des adaptations libérales, pas forcément sur des politiques social-démocrates ailleurs et qui auraient pu être progressistes, rien à voir. Aujourd'hui, Helmut Schmidt, qui pourtant était considéré comme un droitier au début des années 80 dans la social-démocratie européenne par les socialistes français, passerait pour un gauchiste. Et dans les années 70, Michel Rocard expliquait que la social-démocratie européenne, c'était de la merde, qu'il ne fallait pas être social-démocrate. Donc, quand tous ces gens en France disent « Ah, finalement, il faut être social-démocrate », pas parce qu'ils essaient de copier ce qui s'est fait de bien dans la social-démocratie ailleurs, mais c'est parce qu'en fait, ils camouflent leur ralliement à des stratégies plus ou moins libérales et petit à petit de plus en plus libérales. Bon, malgré ça, on a quand même une faible défaite du PS en 1986. On a un peu redressé la barre, on a un peu corrigé le tir, on a un bilan quand même. La droite fait très peur. La proportionnelle a peut-être aidé à limiter la casse. La proportionnelle fait rentrer le Front National à l'Assemblée nationale, mais contrairement à ce que beaucoup racontent, je ne pense pas que la proportionnelle qui était dans le programme de Mitterrand en 81, donc c'est l'application du programme, on peut se dire qu'il aurait pu l'appliquer plus tôt, plutôt que se dire à un an des élections, bon, on met la proportionnelle, c'est vrai que ça fait un peu magouille, mais je ne pense pas que la proportionnelle ait été mise en place en disant comme ça on fait élire le Rassemblement national et la droite va avoir un problème sur sa droite. Ça, j'y crois pas. En tout cas, la majorité RPR-UDF est fragile. Je crois qu'ils avaient 2 sièges de majorité. Parce que bien entendu, ils ne vont quand même pas faire alliance avec le Front National sur leurs droits. Donc il y a une cohabitation très tendue entre Mitterrand et Chirac. Le président apparaît comme le rempart contre la politique ultralibérale de la droite. Et la droite en 86, c'est Chirac, mais avec la coupe de cheveux de Thatcher. Pas que la coupe de cheveux. Donc il privatise à peu près tout ce qui avait été nationalisé avant. Et donc forcément ça passe pas bien. Et en 88, Mitterrand est réélu avec 54% des voix sur le thème de la France unie. Je suis le père de la nation, je vais tous vous rassembler. On va arrêter avec ces fous furieux de droite qui hystérisent le débat national. Voilà, je suis le père de la nation, réalisez-moi. Ça fait pas un programme. La lettre à tous les Français. Je l'ai relu il y a quelques années. Bon. Et il nomme Michel Rocard Premier ministre. Alors, occuper le pouvoir nuit gravement au socialisme français. Je reviens sur les définitions que j'avais données lors de la précédente séance. Occuper le pouvoir, exercer le pouvoir, c'est pas la même chose. Occuper le pouvoir, c'est juste être là pour éviter que d'autres le prennent qui feraient des choses pires. Mais ça veut dire qu'on n'a pas voilà. Bon, il y a quand même des choses qui se font et elles vont essentiellement se faire sous le gouvernement Rocard. La paix en Nouvelle-Calédonie, excusez-moi, mais c'est pas rien non plus. En 88, on se disait qu'on allait avoir un territoire français qui allait sombrer dans la guerre civile. Ma grand-mère me disait, grands-parents étaient pieds noirs, oui, Frédéric, il faut faire des stocks et puis il faut se préparer à accueillir les caldoches comme pour nous en 62. Bon.
C'est ma grand-mère, mais je pense qu'elle n'était peut-être pas toute seule à penser ça. On avait vraiment l'impression qu'il allait y avoir une guerre civile là-bas aux antipodes. Le RMI, la création des IUFM, un gros travail sur la formation des professeurs. Hein. Aujourd'hui, on les regrette, les IUFM. La CSG, il y a un peu plus de débat, mais en tout cas, ça permet de rajouter du mou au financement de la sécurité sociale. La réforme des PTT, je pense pas que c'était la meilleure chose à faire, mais elle a été conduite par un de nos anciens amis, Paul Quilles. Le plan Université 2000. Si aujourd'hui il y a la merde avec Parcoursup, c'est parce qu'il n'y a pas de plan Université 2020 ou 2030. Et l'accélération de la construction européenne. Tout ça se fait quand même pendant le gouvernement Rocard, ou est préparé pendant le gouvernement Rocard. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bilan. Il y a aussi des augmentations salariales chez les fonctionnaires, etc., etc. Par contre, il n'y a pas de débat politique interne au Parti socialiste, et on n'a que des luttes de pouvoir interne. Le congrès de Rennes en 86, c'est le pire du pire de ce qu'on pouvait faire. On l'a répété au congrès de Reims en 2008. Il y a 3 motions qui disent à peu près la même chose, Jospin, Rocard, Fabius, et le seul truc dont on se souvient, c'est Mauroy qui à la fin est réélu premier secrétaire, parce qu'ils n'ont pas réussi à s'accorder sur quelqu'un d'autre, alors qu'ils pensent tous la même chose, en tout cas dans leur motion, avec Mauroy sur la scène, tout seul, avec sa rose à la main, baissée, et les photos en contre-champ qui montrent une salle de congrès avec les chaises et les tables renversées, des roses par terre, piétinées, voilà. Et ça a été vu à la télé. Pas les débats, mais les conséquences des débats. La guerre du Golfe, le traité de Maastricht amène à la rupture avec Jean-Pierre Chevènement, qui crée par étapes le mouvement des citoyens en 92-93. En 1992, la CFDT abandonne la référence au socialisme dans ses statuts, dans sa déclaration de principe. Et on a, en plus, les affaires politico-financières qui vont amener plus les affaires des écoutes. Jean Edernalier et plein d'autres, Edoui Plenel, Carole Bouquet, qui sont écoutés par le pouvoir, parce que, paraît-il, pour protéger Mazarine. Et le secret de François et de Mazarine. Tout ça finit par savoir à un moment, enfin, en termes de discrédit général, c'est catastrophique. On arrive à une défaite totale, historique, on va y en avoir une plus historique après, de 1993, où il reste 59 députés de gauche à l'Assemblée nationale. Rocard fait un putsch à la tête du PS en 93. Il vire Fabius, qui était devenu, qui avait réussi finalement à remplacer Pierre Mauroy en 92 à la tête du PS. Il va lancer des trucs, hein. Et il se lance dans les européennes, il n'a pas le choix, mais Mitterrand envoie Bernard Tapie contre lui, et c'est la catastrophe de 1994, avec 14,5% pour le PS avec Michel Rocard. Et à l'époque, avec 14,5%, on dit que le premier secrétaire, il doit être débarqué, donc le premier secrétaire, il est débarqué. Il y en a d'autres qui aimeraient bien 14,5%. Reconstruction du PS et gauche plurielle. Lionel Jospin, qui s'était fait démonter la tête aux législatives en 93, finalement renaît de ses cendres, arrive après avoir soutenu Henri Emmanuel au congrès qui a suivi le débarquement de Michel Rocard, dont les RG ont été informés avant la presse. Lionel Jospin est désigné candidat contre Henri Emmanueli, premier secrétaire, par un vote direct des militants, ce qui n'était jamais arrivé. Il écrit son programme rapidement sur un bout de table, et il fait quand même 23,7% au premier tour de l'élection présidentielle et 47,3% au second tour. Ce qui est une renaissance improbable et imprévue, en tout cas inespérée pour l'époque. Et donc on va continuer à l'intérieur du PS avec le vote militant direct pour désigner le premier secrétaire, alors à l'époque de manière totalement non statutaire, hein, grosso modo pour permettre à Jospin de remplacer Henri Emmanueli, on met un truc extra-statutaire pour qu'il devienne premier secrétaire. Lionel Jospin lance par contre un vrai travail programmatique et poursuit les assises de la transformation sociale qui avaient été initiées sous Michel Rocard pour refaire parler les différents partis de gauche ensemble, PS radical, qui est le nouveau nom du mouvement des radicaux de gauche,
Parti communiste, les Verts et le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement. L'ambiance sociale est défavorable au RPR et au gouvernement de Jacques Chirac et d'Alain Juppé. Il y a le mouvement massif contre les retraites de novembre-décembre 95, qui là, pour le coup, avait vraiment mis la France à l'arrêt. Il y a le mouvement de solidarité avec les sans-papiers, en février 1997, où on a quand même vu des CRS défoncer à la hache la porte d'une église où il y avait des sans-papiers qui s'étaient réfugiés. Jacques Chirac pense faire un coup magistral, il dissout l'Assemblée nationale en disant « Ouais, je vais le couper l'herbe sous le pied parce que là j'ai vraiment un... S'ils continuent en 98, ils vont être majoritaires et là j'ai vraiment un budget très compliqué à faire passer, je vais pas y arriver, je dissous. Et après, je ferai mon budget compliqué, j'aurai une majorité pour 5 ans. Bah, super. En fait, le PS avait déjà validé son programme législatif, avait déjà investi ses candidats. Le PS était prêt à affronter les élections. Un accord de gouvernement est conclu entre les différentes forces de gauche à l'issue des élections législatives. C'est la fameuse gauche plurielle. Et là, on se prend à rêver. Est-ce que la France serait devenue une social-démocratie européenne comme les autres, ou enfin une social-démocratie parlementaire comme les autres, où on va avoir un président de la République qui inaugure les chrysanthèmes, Jacques Chirac, pendant 5 ans, un Premier ministre, qui est le vrai patron, le vrai chef, qui fait discuter sa majorité parlementaire, il y a du débat au sein du gouvernement, entre partis politiques, et c'est un vrai régime parlementaire, youpi, youpi. Bon, en tout cas, la cohabitation est durable. Le programme va être mis en œuvre de 97 à 2000. Et en 2000, on a achevé la réalisation du programme. Mais le Parti socialiste, qui a été confié en 1997 à François Hollande, entre en léthargie totale. C'est-à-dire que François Hollande conçoit son rôle de premier secrétaire comme celui de porte-parole pas très doué du gouvernement. Il y a peut-être mieux à faire. Mais tout le programme du PS est appliqué. Les 35 heures, même s'il y a eu des ratés sur les rémunérations et sur la fonction publique et l'hôpital, les emplois jeunes, la lutte contre les exclusions, la couverture maladie universelle, la réforme du code de la nationalité, le PACS, même si là il y a eu un raté au démarrage aussi. Voilà, le PS ne parvient pas à dépasser son rôle de promoteur du gouvernement. Le véritable patron du PS, en fait, c'est toujours Lionel Jospin, mais qui est chef du gouvernement et qui se prépare à être candidat à la présidentielle. Derrière, la question c'est qui sera le prochain Premier ministre de Lionel, qui sera forcément président. Et donc, Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn organisent leur réseau. Mais tout ça dans un parti qui ne débat pas, où il n'y a pas vraiment de courant. Les régionales de 98 ne peuvent être qu'un rééquilibrage avec la droite, puisque de toute façon, en 92, ça avait été la Bérésina, donc forcément, on revient à peu près à l'équilibre, mais avec des majorités relatives, puisqu'à l'époque, c'était la proportionnelle intégrale. Il n'y avait pas de prime majoritaire pour la liste arrivée en tête, etc. Et les élections européennes de 99, conduites par François Hollande, sont extrêmement décevantes. On fait que 23%. Que 23%. Et puis les problèmes arrivent, c'est-à-dire qu'en fait, le débat gouvernemental, c'est gentil, mais en fait, c'est vraiment le PS qui est le patron. On a du mal à avoir une véritable concertation politique sur l'écologie. Dominique Voynet, qui est ministre de l'écologie et de l'aménagement du territoire, vit quand même assez mal son ministère pendant 5 ans, parce qu'elle est assez bridée en réalité. Quant à notre ami Jean-Pierre Chevènement, qui est ministre de l'Intérieur, il vit assez mal ce qui se passe en Corse, et d'ailleurs il finira par partir. Donc la deuxième phase gouvernementale, je vous ai dit, en 2000, on a fini le programme. Qu'est-ce qu'on fait après, puisqu'il n'y a rien qui a été préparé au PS? François Hollande a décidé qu'il fallait faire dormir tout le monde. Il n'y a pas de grain à moudre en termes de propositions programmatiques. On a tout, on continue, on va gérer, on va juste gérer. Et donc, en fait, le gouvernement va s'aligner sur les politiques sociales libérales qui dominent en Europe, alors même que Lionel Jospin est considéré en Europe comme le mec qui est le contre-modèle de Blair et de Schröder. Mais en même temps, il privatise. Il signe la stratégie de Lisbonne, il signe le compromis de Barcelone sur les retraites, et il est incapable de présenter un projet européen socialiste,
plus ou moins fédéraliste. À l'époque, on se disait que peut-être ça pouvait marcher. En tout cas démocratique, à Nice. Et on arrive à un traité de Nice qui a été négocié par Chirac et Moscovici, qui est absolument nul, qui va être d'ailleurs rejeté en Irlande, et on fera voter une deuxième fois les Irlandais. Et surtout, la pression sociale va être ignorée de 2000 à 2002. On a fait les 35 heures, mais je vous disais tout à l'heure, on a un problème sur les salaires. Ça a été négocié avec modération salariale. Donc au bout d'un moment, les gens, ils ont quand même envie d'être payés. Hein. Voilà. Martine Aubry a quitté le gouvernement à la fin de l'année 2000. Elle a quand même bien mérité de la nation. Hein. C'est elle qui a fait les 35 heures, la CMU, tout ça. Elle est chargée, après le congrès de 2000, de préparer le projet du PS pour 2002. En fait, elle n'a pas de marge de manœuvre face au gouvernement. Parce que les arbitrages, ils continuent d'être faits dans le bureau de Yo-Yo. Et il y a plein de trucs qui restent dans les tiroirs en disant « Attends, quand Lionel sera président, donc on attend pour la réforme des tribunaux de commerce, on attend pour la couverture logement universel, on attend, voilà. Et puis Hollande ne veut surtout pas que Martine Aubry prenne de poids dans le parti, et puis de toute façon, il n'a pas d'idées, il n'en a jamais eu, ou plutôt des idées libérales, et il ne veut surtout pas, et plutôt que faire apparaître qu'il est libéral, il préfère que le parti ne discute pas. Donc, les élections de 2001 ne se passent pas bien pour la gauche, sauf qu'on gagne Paris. Donc, si on a gagné Paris, c'est qu'on a gagné. Donc, si on a gagné, c'est qu'on a gagné. Donc, on nie la défaite au municipal. Non, c'est pas vrai. Tout va bien, on avance vers 2002, on va gagner. Le débat à gauche vire à la cacophonie, rupture avec Chevènement sur la Corse et la construction européenne, et tous les partis vont avoir des candidats. Mauvaise campagne, pas de programme ou non-programme, pas de souffle. Enfin, la campagne de Jospin, ça a été une catastrophe. J'arrivais même pas à obtenir des affiches pour recoller les affiches. Je me suis même déplacé au siège de campagne, ils n'ont même pas été capables de me filer des affiches. On est éliminé au soir du premier tour. Alors quand même deux choses. C'est pas parce qu'il y avait plein de candidats à gauche que Jospin a été éliminé. C'est d'abord parce qu'il n'a pas été bon et qu'on n'avait pas de programme. Deuxièmement, il aurait pas été éliminé si on n'avait pas annoncé qu'il était éliminé à 20h alors que les Antillais votaient encore. À 20h, heure de la métropole, on annonce sur toutes les télés et les radios que Lionel Jospin est éliminé, les bureaux de vote aux Antilles se vident alors qu'ils allaient voter Jospin. Il est probable que si on avait si on avait fait comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que les Antillais votent avant, les Antillais auraient voté avant, Jospin n'aurait pas eu un score glorieux, mais il aurait été au second tour. Donc de 2002 à 2008, François Hollande, qui reste premier secrétaire du Parti Socialiste, élu tous les débats de fond. Vous comprenez, on a déjà perdu Lionel Jospin qui s'en va, qui a dit qu'il se retirait de la vie politique. Le mec qui était premier secrétaire du Parti Socialiste est quand même aussi un peu responsable de la défaite. Non, on va pas le faire partir en plus, donc il reste. Mais en tout cas, il vire tous les débats de fond. La stratégie, c'est de faire le gros dos, de profiter des difficultés des gouvernements de droite pour remporter les élections intermédiaires. Il n'y a pas de travail programmatique. Il théorise le réformisme de gauche, mais dans sa théorie, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Enfin, François Hollande, quoi. Le projet du TCE, il y a un référendum interne qui est conçu uniquement pour taper les oppositions internes du Parti Socialiste. Donc, voilà, forcément, le surmoi européen du Parti Socialiste fait qu'il y a 56% dans le PS qui votent pour le TCE. Et donc, derrière, fermez votre gueule. Voilà. On n'a pas tous fermé notre gueule, mais toujours est-il que le TCE est rejeté par référendum national, donc la ligne du parti est désavouée. Et elle est désavouée pas simplement par l'extrême droite, mais par une majorité de voix de gauche et par une majorité de voix dans l'électorat socialiste de l'époque, qui rejette le TCE. François Hollande ne se sent pas de partir à la présidentielle et hop, c'est galère, qui est désignée candidate à l'élection présidentielle dans le première vraie campagne interne. On a eu des débats télé et tout, voilà. Pour un corps électoral qui est réduit, puisque c'est un corps électoral de 200 000 militants socialistes, même si à l'époque on a l'impression que c'est faramineux parce que on a fait rentrer plein de militants à 20 €.
Ah, et puis c'est eux qui ont voté pour Ségolène Royal. C'est pas vrai. Il y a une étude qui a été faite après. Il y a eu autant de pourcentage pour Ségolène Royal chez les vieux militants socialistes que chez les militants socialistes avant eux. Bon, c'est une catastrophe électorale, Ségolène Royal. Alors, elle fait un gros score, parce qu'elle fait 26%. Mais en fait, elle fait un gros score au détriment de tous les autres. C'est-à-dire que le peuple de gauche se sent tellement coupable de 2002 qu'ils votent tous pour Ségolène Royal au premier tour. Elle fait 26%, mais le total de gauche est à 31% ou à 32%. En fait, c'est une catastrophe pour la gauche, l'élection de 2007. Mais je vous conduirai vers de nouvelles victoires. Voilà. Et puis, il n'y a pas de programme. Je veux dire, il n'y a pas que le débat qui était catastrophique contre Sarkozy. Le programme, il n'y avait rien dedans, c'était n'importe quoi. Ouais. Les courants traditionnels du PS explosent. Jean-Luc Mélenchon va quitter le PS au congrès Reims et Martine Aubry est élue première secrétaire contre Ségolène Royal. Paraît-il avec 100 voix d'écart. Tout le monde a triché. On ne sait pas qui a triché plus que les autres pour compenser la triche des uns et des autres. Voilà. Bon, Ségolène Royal est écartée, tout du moins. On ne peut pas dire que c'était une catastrophe. Martine Aubry va remettre un peu de débat et de travail programmatique pour le PS, va refaire des négociations politiques, notamment avec les écologistes et en lien avec Cécile Duflot à l'époque, pour avoir une stratégie d'alliance. Mais François Hollande qui va être désigné candidat à la première primaire ouverte avec 2,5 millions de participants, ce qui est quand même quelque chose, et qui va être désigné avec le soutien d'Arnaud Montebourg entre les deux tours de cette primaire, parce que Arnaud Montebourg a passé un accord avec lui, considérant que Martine Aubry, de toute façon, allait perdre la primaire, mais il a passé un accord avec lui. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose qu'il ait fait. En tout cas, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui avaient voté Montebourg qui lui ont reproché. Ça n'a pas empêché François Hollande de passer quand même. Voilà. Il est élu parce que dans les 2,5 millions de gens qui participent à cette primaire, il est perçu comme plus raisonnable. Martine Aubry, c'était quand même pas une dangereuse révolutionnaire gauchiste. Hein. Donc là, c'est la fin, on va dire, là on arrive sur le dernier slide parce que c'est tellement récent que je ne me vois pas faire une formation historique. Mais je vais vous rappeler les faits. En 2012, vous avez deux candidats socialistes. Parce que Mélenchon, c'est quand même un socialiste, même s'il allait fonder le parti de gauche en 2008. Il a constitué le Front de gauche, soutenu par le PC, et il s'est rapidement imposé devant le PC comme étant celui qui pouvait porter la candidature. Je vous rappelle qu'à l'époque, le secrétaire national du Parti communiste, c'était Pierre Laurent. Et vous avez François Hollande, le modéré, qui va être élu sur de l'anti-sarkozysme en vendant sa normalité. Attention, il y a des gens qui disent qu'on aurait fait plus campagne, ils ne passaient pas. Donc c'est quand même pas... Voilà. Il avait promis de lutter contre la finance et de réorienter la construction européenne, et son mandat va être une abdication totale devant l'ordre du libéralisme européen, et dès le départ. Il y a un sentiment de trahison totale dans l'électorat de gauche, le PS explose et se déchire sur la place publique, la Fronde emporte les débats à l'Assemblée nationale. Je pense que ça n'a plu à personne, ni à ceux qui participaient à cette explosion en cours, ni à l'opinion publique. Et c'est tellement la catastrophe que François Hollande, à la fin, finit par concéder lui-même qu'il n'est pas en capacité de se présenter. Même si à un moment, il s'est dit, avec l'état d'urgence, tout ça, j'ai sauvé la France du terrorisme, ça va peut-être revenir. Non, ça ne marche pas. La primaire de 2017 valide le candidat présentant le programme le plus décalé de la gauche traditionnelle, c'est Benoît Hamon, mais il ne pourra pas se défaire du poids du mandat Hollande et des modérés et des sociolibéraux qui finalement lui préféreront le libéral Emmanuel Macron qui va être élu et qui continue finalement la politique lancée par François Hollande en pire. Jean-Luc Mélenchon lance la France Insoumise un peu avant 2017, une campagne qui alterne populisme et républicanisme social. On a eu à la fois le populisme de gauche et je suis le nouveau Jaurès en 2017. Il prend le leadership à gauche, il fait 19% et il ne l'assumera pas, ce leadership, puisque derrière il aurait dû lancer une stratégie de rassemblement des miettes de la gauche derrière lui et construire quelque chose. Il ne va pas le faire en 2017.
Et il va même faire la chasse à certains députés communistes ou candidats communistes qui pourtant l'avaient soutenu aux élections présidentielles. Et de nombreux cadres du PS vont quitter le PS, soit derrière Benoît Hamon en 2017, soit pour rejoindre Emmanuel Macron dès avant les législatives et même dès avant le premier tour de l'élection présidentielle, soit, pour certains d'entre nous, un an plus tard, parce que on nous dit non, c'est pas possible de rassembler la gauche avec la France insoumise. Et donc, alors que le président libéral Emmanuel Macron conduit une politique plus dure et plus violente que son prédécesseur, la gauche arrive plus facturée que jamais en 2022. Et je pense qu'un jour, je vous proposerai une formation sur qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Parce qu'il y a beaucoup à dire électoralement sur ce qui s'est passé. Je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé depuis 2022, là on est en train de faire l'histoire. Hein. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a plein d'organisations qui peuvent prétendre partager l'héritage du socialisme français, au moins autant en 2022-2023 que dans les années 60. Vous avez le PS, une partie de Génération, une partie de la France Insoumise, et la GRS, vous avez GDS, qui est le parti de Gérard Piloche, et vous en avez d'autres encore. Voilà. Et c'est une diversité d'organisations qui traduit tout à la fois la faiblesse, la confusion et l'épuisement des vieilles références. Donc le socialisme français est à réinventer, et là je vous trace des perspectives dans l'avenir, parce qu'en fait c'est un sujet qui est posé à la GRS mais à tous les autres. Donc savoir pour qui on se bat, donc constituer un bloc populaire, alors que la France Insoumise constate qu'elle n'a réalisé, peut-être malgré elle, les attendus de la stratégie électorale de Terra Nova en 2011. Il y a le rapport à la souveraineté populaire, comment on fait dans un cadre où on a la construction européenne, la mondialisation. Il y a la nécessité d'intégrer réellement l'urgence écologique, alors que ce qu'on appelle l'écosocialisme, qui fait partie de notre déclaration de principe à la GRS, reste quand même à définir. Il y a la nécessité de trouver un équilibre entre les revendications sociales et les revendications culturelles. Il y a la question des outils économiques de transformation sociale, pour ne pas être attrapé par le néolibéralisme ou le libéralisme qui s'est de fait imposé partout. Et il y a, j'en ai parlé à plusieurs reprises, la fin du mirage de la social-démocratie, qui n'existe plus nulle part et n'a jamais été possible en France. Et ben j'arrête le partage et j'ai fini.